Bonjour tout le monde. Nous allons passer une heure ensemble sur le thème harcèlement moral en entreprise, en compagnie de Christophe Laët da Silva, qui est avocat associé au cabinet Factory et spécialiste en droit social. Alors, cette matinée va être structurée de la façon suivante. Une présentation de ce sujet sur 40-45 minutes et ensuite, il y a une séquence de questions-réponses. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat et je lirai par la suite. Ce webinaire est également enregistré pour qu'on puisse faire monter un replay et le mettre à la disposition de nos adhérents dans l'espace adhérent de notre site internet. Ça ne va pas être fait tout de suite, il faut un peu quelques jours de montage. Enfin, et là je vais terminer là-dessus, avant de passer la parole à notre expert, le support de présentation pourrait être envoyé sur demande formulée auprès de Christophe par mail et je vais communiquer ses coordonnées et de toute façon, les coordonnées sont présentes déjà dans l'invitation que vous avez reçue. Merci et puis je laisse la parole à Christophe. Bonjour à tous, merci Olga pour cette présentation. Donc effectivement, je suis avocat associé du cabinet Factory. C'est un cabinet qui est exclusivement dédié au droit social des entreprises que je représente en conseil, en contentieux, mais aussi en formation professionnelle et notamment à plusieurs reprises pour PLF. Dans le cadre de formation qu'on essaye d'animer sur des sujets qui vous intéressent généralement de façon massive et on essaye d'aborder ça sur un angle pratique plutôt que faire juste un exposé de droit trop théorique. On essaye d'apporter des points de vue opérationnels pour faciliter la gestion de vos entreprises et réagir à certaines situations opérationnelles. Alors, le sujet, comment réagir à une dénonciation de harcèlement moral de la part d'un salarié ? J'ai voulu faire un sujet qui soit suffisamment large quand même pour que vous puissiez avoir un peu un point de vue général sur la situation et sur cette problématique du harcèlement moral. Pourquoi ce sujet ? Parce que ayant en charge plusieurs contentieux pour des entreprises, on constate de plus en plus que la notion de harcèlement moral est présente devant les conseils des prud'hommes, qu'elle est invoquée de plus en plus par les salariés qui saisissent les conseils des prud'hommes pour attaquer leur employeur et généralement même leur ancien employeur de diverses demandes. Et surtout parce que on veut alerter les entreprises sur le fait que de plus en plus, la jurisprudence devient extrêmement sévère à l'égard des employeurs sur cette notion de harcèlement moral. On n'attend plus d'un employeur qu'il prouve qu'il n'a pas harcelé le salarié. On attend de la part de l'employeur qu'il réagisse systématiquement quand il y a une dénonciation de ce genre dans l'entreprise. C'est pour ça que j'ai abordé ce webinaire sous la forme de qu'est-ce que je dois faire quand je suis responsable dans une entreprise face à une dénonciation par un salarié d'une situation qui qualifie de harcèlement moral. Je vais rapidement revenir dans une première partie sur la notion de harcèlement moral, mais sans vous faire un cours théorique évidemment sur le sujet, parce que j'imagine que vous l'avez déjà eu, cette présentation extrêmement générale sur qu'est-ce que le harcèlement moral, etc. Donc, je viendrai juste sur le rappel quand même de la définition, quelques petits exemples qui peuvent attirer peut-être votre attention parce que vous avez pu les vivre dans votre entreprise ou en entendre parler. Parler rapidement quand même de la charge de la preuve et surtout du risque, parce que c'est toujours intéressant de mettre en perspective des conseils par rapport à un éventuel risque contentieux. Quelles seraient les conséquences d'une inaction, d'une inertie de votre part en cas de dénonciation de harcèlement moral si demain vous avez un salarié qui saisit le conseil des prud'hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va revenir sur vos obligations en tant qu'employeur vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des dénonciations de harcèlement moral. Et enfin, en troisième partie, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le noyau dur, sur comment je mets en place une enquête en cas de dénonciation par un salarié d'une situation de harcèlement moral.
N'hésitez pas si vous avez des questions à réagir ou pour formuler des précisions, des demandes de précision si vous trouvez qu'un propos n'est pas clair. Et je laisserai évidemment, je vais essayer de gérer le temps pour qu'on puisse avoir 20 minutes d'échange en fin de présentation. Alors, commençons par le harcèlement moral. Il y a une première chose qui est extrêmement importante, c'est que le harcèlement moral, ça a une connotation en droit social, en droit du travail, mais aussi en droit pénal. En droit social, le harcèlement moral, vous savez ce que c'est des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail du salarié et qui peuvent porter atteinte à sa santé ou son avenir professionnel. En droit pénal, il y a un élément complètement différent. En droit pénal, il faut un élément intentionnel. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez une condamnation devant le Conseil des prud'hommes pour harcèlement moral, systématiquement, vous avez un risque pénal. Non. Puisque le salarié qui se considère victime de harcèlement moral devra prouver que l'employeur ou la personne qui le représente avait l'intention de harceler le salarié, ce qui n'est pas le cas devant le Conseil des prud'hommes. Ça, c'est extrêmement important. Parfois, vous avez des cas de dénonciation et vous dites non, mais en fait, son manager, c'est pas du tout quelqu'un de méchant, il n'a jamais eu l'intention de harceler, il n'a jamais eu aucune animosité envers son collaborateur. Peu importe. L'élément intentionnel devant le Conseil des prud'hommes n'a aucune incidence. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut avoir en tête, c'est extrêmement important. Alors, on nous dit qu'il faut des agissements qui doivent être variés. Attention, les agissements doivent être variés. Quand on dit variés et répétitifs, 2 agissements suffisent. Pareil, on ne peut pas se dire bah, ça s'est bien passé pendant 20 ans et là, du jour au lendemain, il y a du harcèlement. Oui, c'est possible. Les 2 faits peuvent dater du même jour pour qu'on considère sur une brève période qu'il y a une répétition. Ensuite, les faits ne sont pas nécessairement de même nature. Par exemple, un salarié qui considère qu'il est harcelé par son manager pourra évoquer un fait qui a eu lieu lundi vis-à-vis de propos tenus en public qui l'ont humilié de la part de son manager, et un mois après, une placardisation. C'est des faits qui sont de nature différente. Pour autant, leur répétition permet de caractériser une situation de harcèlement moral. Ensuite, et c'est ce que je vous disais, en droit du travail, il faut simplement que les faits aient pour objet ou pour effet de nuire aux conditions de travail du collaborateur. Donc, pour effet, c'est-à-dire que il suffit que la conséquence soit une dégradation de ses conditions de travail sans qu'il y ait volontairement une volonté de l'auteur de harceler le collaborateur. La conséquence, et ça c'est le point que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser quand il y a un contentieux, c'est la dégradation des conditions de travail. C'est-à-dire que là, le salarié va assez facilement démontrer cette dégradation. Ça peut être par exemple le fait qu'on lui ait modifié ses horaires de travail et qui ne sont plus compatibles avec sa vie personnelle et familiale. Ça peut être le fait qu'on l'ait changé de bureau alors que initialement, il était seul, on l'est mis du jour au lendemain dans un open space. Donc, ça peut avoir pour effet de dégrader ses conditions de travail et susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité et altérer ou compromettre son avenir professionnel. Sur ce point, si vous avez déjà eu des contentieux, vous avez pu constater que très facilement, vous avez des médecins qui ont le certificat facile, des médecins traitants qui vont rapidement expliquer: je reçois monsieur ou madame Duchemal qui est harcelé par son employeur et qui présente un état de stress au quotidien. Là-dessus, il faut être extrêmement vigilant sur la rédaction du médecin. Le médecin, à l'exception du médecin du travail, n'a pas le droit d'établir un lien de causalité entre la situation qu'il constate vis-à-vis de son patient, c'est-à-dire éventuellement, effectivement, un salarié qui est en état de stress, il n'a pas le droit d'établir un lien de causalité avec ses conditions de travail, puisque par nature, le médecin traitant n'a pas apprécié les conditions de travail du salarié. Seule chose qu'il peut faire, c'est indiquer que dans son attestation, le salarié lui indique que, et donc il ne fait que relater les dires de son patient.
Ça, c'est extrêmement important. Et si vous arrivez sur un certificat médical qui ne respecte pas ces obligations, qui sont des obligations déontologiques des médecins, vous pouvez saisir l'ordre des médecins pour faire enjoindre à ce médecin de retirer cette attestation qui ne respecte pas ses obligations déontologiques. C'est extrêmement important. Autre point, les faits de harcèlement, c'est pas forcément un cadre qui se déroule durant les horaires de travail et sur le lieu de travail. Le harcèlement, ça peut aussi être des appels pendant l'arrêt de travail du collaborateur. Les faits de harcèlement peuvent aussi se dérouler pendant les temps de pause ou pendant un congé maternité. Tout ça fait que le cadre du harcèlement moral n'est pas forcément le lieu et les horaires de travail. Et enfin, sur les caractères constitutifs, un point assez important, c'est que le harcèlement, ce n'est pas toujours un harcèlement vertical. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement l'employeur qui est représenté par soit le dirigeant, soit la DRH, soit le manager vis-à-vis d'un N-1. Ça peut aussi être ce qu'on appelle un harcèlement horizontal, c'est-à-dire des collègues de travail entre eux. Des collègues qui harcèlent un autre salarié. Et d'ailleurs, sur ce point, vous avez très probablement vu que récemment, la définition même du harcèlement a changé et on prend en compte maintenant le harcèlement collectif. C'est-à-dire que si vous avez une collectivité, par exemple, de salariés qui harcèlent un autre collaborateur, on peut caractériser un harcèlement et la répétition des faits qui caractérisent le harcèlement, même si chaque collaborateur qui a harcelé le salarié n'a commis qu'un fait, puisque c'est la répétition par ce groupe qui fait que le harcèlement présente des faits répétitifs. Vous avez le harcèlement vertical, mais aussi horizontal. Et naturellement, l'employeur a l'obligation de réagir vis-à-vis de toutes ces formes de harcèlement. Vous avez aussi le harcèlement vertical, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire un subordonné qui harcèle son manager. Et si vous avez un manager qui vous dénonce une situation de harcèlement moral vis-à-vis de son N-1, vous avez l'obligation de réagir de la même manière qu'un N-1 dénoncerait une situation de harcèlement moral contre son N+. Alors sur la typologie, pour vous donner un peu des exemples de ce qu'on rencontre comme typologie de harcèlement devant les conseils des prud'hommes, vous avez la placardisation, la mise au placard, le harcèlement. C'est notamment le fait de priver brutalement un collaborateur d'une partie de ses fonctions. Alors là-dessus, faites attention, parce que moi je l'ai remarqué assez régulièrement sur certains dossiers contentieux, des collaborateurs qui sont en situation d'insuffisance professionnelle. On peut avoir tendance, pour un collaborateur qui est en situation d'insuffisance professionnelle, à décider de lui retirer une partie de ses missions parce que justement, il n'arrive pas à assumer toute sa charge de travail. Comment faire pour éviter que ce salarié ne vienne ensuite dire, parce que c'est régulier, qu'il a été harcelé par sa hiérarchie? Eh bien, tout est question de formalisation. Dès lors que vous avez formalisé le fait que vous mettez en place un accompagnement du collaborateur pour remédier à une situation d'insuffisance professionnelle que vous avez caractérisée, vous excluez par nature le harcèlement moral, puisque vous agissez en bienveillance pour le bien du collaborateur et dans un cadre défini. Je vous dis ça parce que j'ai eu l'exemple il y a quelques mois d'une collaboratrice que mon client a accompagnée qui était en situation d'insuffisance, qui a finalement été licenciée pour insuffisance professionnelle et devant le conseil des prud'hommes qui vient dire « J'ai été licenciée, mais dans un contexte de harcèlement moral. On m'a petit à petit privé de toutes mes missions avant de me dire que j'étais pas bonne et de me licencier. » Et heureusement, mon client avait pris le soin d'envoyer dès le départ un email de cadrage de la procédure d'accompagnement qu'il avait mis en place pour soutenir le salarié en situation d'insuffisance. Donc, n'ayez pas peur quand vous accompagnez un salarié en situation d'insuffisance de vous dire « Oui, mais est-ce qu'il ne va pas dire que je le harcèle ?» Non, parce que vous avez défini un cadre qui est bienveillant et qui ne peut pas vous être reproché. Vous avez aussi des collaborateurs qui identifient le fait que vous avez, par exemple, pendant son congé maternité, modifié la situation, la localisation de son bureau pour le mettre à côté des WC, par exemple, ou alors vous l'avez mis dans un open space alors que pendant 10 ans, il a eu le droit à un bureau individuel. Là-dessus, par exemple, il faudra montrer
que les mesures que vous avez prises, ce qui peut arriver pendant un congé maternité, il peut arriver qu'on redéfinisse le zoning d'une entreprise. On ne va pas attendre que le collaborateur revienne soit de son arrêt maladie, soit de son congé maternité, mais dans ce cas-là, il faut prouver que la mesure a été collective. Et ça, c'est un autre point extrêmement important que vous devez retenir, c'est que le harcèlement moral, il n'est généralement pas collectif. Le harcèlement moral, c'est une mesure individuelle qui a pour objet ou pour effet de nuire aux conditions de travail d'un collaborateur. On ne peut pas considérer que toute l'entreprise est victime de harcèlement moral. Donc, dès lors que je montre que le nouveau zoning concerne tous les collaborateurs de l'entreprise, ou en tout cas tous les collaborateurs du premier étage, par exemple, il n'y a pas de harcèlement moral qui peut être identifié dans une telle situation par le salarié. Le harcèlement moral, c'est aussi la sollicitation du collaborateur pendant les périodes non travaillées. Faites extrêmement attention aux envois d'emails en dehors du temps de travail. Et n'hésitez pas à rappeler dans ce genre d'email, quand vous savez qu'il y a une situation très contentieuse avec un collaborateur, naturellement, cet email n'attend pas de réponse de ta part en dehors de tes horaires de travail. C'est extrêmement important de le préciser. Pareil, si vous êtes amené à envoyer un email à un collaborateur pendant ses congés, mais seulement parce que vous voulez qu'à son retour, il en ait connaissance, pensez à préciser que cet email n'attend pas de retour de sa part pendant son arrêt de travail. Ensuite, l'état de santé du salarié peut être aussi un élément de caractérisation d'une situation de harcèlement moral. Et là, c'est clairement le supérieur hiérarchique ou le dirigeant qui ne respecte pas les préconisations du médecin du travail. Rappelez-vous sur ce point que même si vous avez un médecin du travail qui délivre un avis avec des préconisations qui n'ont pas de sens parce qu'il s'est trompé, parce que le salarié ne lui a pas bien présenté son poste, vous devez obtenir une rectification de cet arrêt de travail. Sinon, vous devez respecter ces préconisations. Vous ne pouvez pas unilatéralement considérer que cet avis n'a pas de sens, donc on ne peut pas le respecter, donc on ne le respecte pas si vous ne l'avez pas contesté, notamment dans le conseil des prud'hommes. Vous avez ensuite un exemple plus classique, c'est les débordements de langage, évidemment, les propos qui peuvent être injurieux, les intimidations, les gestes déplacés, les brimades, et notamment tout ce qui a lieu en public, en présence d'autres collaborateurs. C'est un élément qui est souvent pris en compte pour caractériser le harcèlement moral. Vous avez ensuite la dégradation des conditions matérielles de travail et la dévalorisation, c'est-à-dire des propos dénigrants, des critiques répétitives et des brimades. Sur le harcèlement moral, je voulais quand même attirer votre attention sur la question de la charge de la preuve. La charge de la preuve, elle est clairement en faveur du collaborateur aujourd'hui. Le salarié a uniquement l'obligation d'apporter au juge ou au conseil des prud'hommes des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Autrement dit, ça n'est pas au salarié de prouver le harcèlement moral. Il doit seulement laisser prouver des faits qui laissent à penser qu'effectivement, il aurait pu être victime de harcèlement moral. Et la charge de la preuve se renverse alors, puisque c'est à vous de prouver qu'au contraire, les éléments que vous avez en votre possession justifient de façon objective ce qui a été demandé au salarié, ce qui lui a été imposé en termes de charge de travail, etc., et que tous ces faits sont étrangers à une situation de harcèlement moral. Alors, le salarié, ce qu'il peut apporter, c'est des attestations d'autres collaborateurs, des certificats médicaux, notamment des visites auprès de la médecine du travail, des rapports d'un expert, un expert saisi par le CSE qui identifierait une situation de harcèlement moral dans un service, des courriers, des emails, des SMS déplacés de la part de son supérieur hiérarchique. Et vous aurez compris qu'on ne peut pas, aujourd'hui, en tant qu'employeur, dire le salarié ne prouve pas le harcèlement moral, je ne serai pas condamné. Non. La charge de la preuve, elle est partagée et elle pèse en grande partie sur l'entreprise. J'ai vu qu'il y avait une question. Dans le transport, les exploitants sont amenés à envoyer des SMS pour annoncer les plannings. Doc, hors temps de travail, parfois le week-end, le soir. C'est OK? Oui, ça c'est OK. J'ai déjà eu effectivement plusieurs dossiers là-dessus et l'envoi des plannings par SMS qui se fait généralement le week-end
ça ne suffit pas pour caractériser une situation de harcèlement moral, à nouveau parce qu'on va montrer que tous les salariés sont logés à la même enseigne. Souvent, il n'y a pas de preuve écrite, mais uniquement des témoignages dans un sens ou dans l'autre. Comment traiter ces cas? Les témoignages sont une preuve, et sont une preuve parfois encore plus importante qu'un simple échange de mails. Autrement dit, vous avez un salarié qui indique que monsieur ou madame X, qui est dans son service, a été victime d'une situation de harcèlement par son manager, et ben, c'est à vous d'aller interroger les autres collaborateurs pour qu'ils attestent dans un sens contraire, en indiquant non, je n'ai jamais constaté que monsieur machin harcelait monsieur ou madame machin, et d'ailleurs, son management est plutôt bienveillant, et avec des attestations comme ça suffira normalement à permettre d'éviter une condamnation sur une simple attestation qu'aurait obtenue le salarié concerné. Alors, on en vient maintenant au risque pour l'employeur. Je vous disais, de plus en plus, quand vous avez un salarié qui conteste un licenciement, il évoque une situation de harcèlement moral. L'explication, elle est toute simple. Donc, le risque, c'est quoi? Le risque, il est extrêmement important et je vous disais, de plus en plus de salariés évoquent une situation de harcèlement moral dans un contexte de licenciement. Vous connaissez tous et vous avez tous entendu parler des barèmes de plafonnement des indemnités versées en cas de contentieux et de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, qu'on appelle les barèmes Macron. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces barèmes ne s'appliquent pas quand un licenciement est déclaré non pas sans cause réelle et sérieuse, mais nul. Un licenciement qui est déclaré nul, c'est un licenciement qui est déclaré notamment dans un contexte de harcèlement moral. Et vous aurez compris très rapidement pourquoi de plus en plus de salariés évoquent une situation de harcèlement moral. C'est parce que, très clairement, on leur dit « tu as 1 an d'ancienneté, et avec 1 an d'ancienneté, devant le Conseil des prud'hommes, tu auras le droit entre 1 et 2 mois de dommages et intérêts, si ton licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas demander au Conseil des prud'hommes de constater que ton licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais on va lui demander de constater que ton licenciement est nul. Et si on constate que ton licenciement est nul, eh ben, le barème, on ne l'applique pas. Et à la place du barème, les salariés dont le licenciement est déclaré nul ont le droit soit à une réintégration dans son poste, c'est-à-dire que quand le Conseil des prud'hommes rend son jugement 2 ans après, quand vous avez de la chance, voire 3 ans après, il va ordonner la réintégration du salarié à son poste, plus le paiement de tous les salaires entre son licenciement nul et la réintégration. Ça, c'est la première hypothèse en cas de réintégration. Et même s'il n'est pas réintégré, le montant minimum des dommages et intérêts versés en cas de licenciement nul, ce n'est pas le barème, c'est 6 mois de salaire. Donc, un salarié qui a 3 mois d'ancienneté, qui est licencié dans un contexte de harcèlement moral, il aura le droit à minimum 6 mois de salaire. Et donc, vous avez rapidement compris pourquoi, de plus en plus, vous avez des demandes pour harcèlement moral qui sont formulées, soit par des salariés qui sont en poste, qui ont envie de partir et qui essaient de forcer la main à leur employeur pour une rupture conventionnelle, par exemple, ou pour éviter d'être licencié sans avoir avant dénoncé une situation de harcèlement moral, ou alors encore des salariés qui ont très peu d'ancienneté, qui sont licenciés et qui viennent contester leur licenciement en ajoutant un prétendu contexte de harcèlement moral. Voilà un peu le schéma et la situation aujourd'hui sur le harcèlement moral et les risques en cas de contentieux. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est employeur, manager, dirigeant, DRH, et que on veut éviter cette situation? Il y a plusieurs obligations chez l'employeur. Il y a d'abord l'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, vous en avez sûrement entendu parler, pendant très longtemps, il y avait une obligation de sécurité qu'on appelait une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire qu'on considérait que dès lors qu'un dommage survenait sur un salarié, parce qu'il y avait un manquement allégué à l'obligation de sécurité de l'employeur, à chaque fois qu'il y avait un manquement de l'employeur, on considérait que le salarié devait systématiquement être indemnisé parce qu'on mettait à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, dès lors que survient un dommage, c'est de la faute de l'employeur et donc il y a des dommages et intérêts qui sont versés.
Petit à petit, et notamment depuis 2015-2016, la jurisprudence a abandonné cette obligation de résultat et a expliqué, OK, il peut arriver qu'un dommage arrive à un collaborateur qui se blesse, qu'il ait une dégradation de son état de santé ou de ses conditions de travail, sans qu'on puisse tout reprocher à l'employeur. Et donc, petit à petit, cette obligation de sécurité s'est transformée en une obligation de prévention. Une obligation de prévention qui consiste à dire que l'employeur doit prouver qu'il a mis en œuvre toutes les mesures pour prévenir les risques. Et il y a un arrêt qui est extrêmement intéressant et qui a pas mal inquiété à la fois nous, avocats d'entreprise, et les entreprises elles-mêmes. C'est cet arrêt du 23 novembre 2022. C'est un arrêt extrêmement intéressant et il justifie un peu le webinaire que j'anime aujourd'hui. Vous avez un salarié qui a dénoncé un harcèlement moral. Il a expliqué: je suis victime de harcèlement moral. Mais on savait très bien que ce salarié était un menteur et qu'il n'était pas du tout victime de harcèlement moral et que les faits qu'il évoquait étaient faux. Donc, l'employeur n'a pas réagi. Le salarié a plus tard été licencié et il a saisi le Conseil des prud'hommes en demandant des dommages et intérêts parce que l'employeur n'a pas réagi face à sa dénonciation. Dit: moi, j'ai dénoncé une situation de harcèlement moral. L'employeur n'a pas diligenté d'enquête et il n'a pas mis en place de mesures de précaution. Et l'employeur a réussi à prouver que les faits qui ont été dénoncés étaient faux. La cour d'appel a constaté qu'effectivement, il n'y avait pas de harcèlement moral. Pour autant, elle a condamné l'employeur à des dommages et intérêts parce qu'il a manqué à son obligation de prévention. Et là, vous comprenez toute la problématique et toute l'obligation de réagir en tant qu'employeur. Peu importe que vous ayez l'intime conviction ou la connaissance que les faits dénoncés par le salarié sont faux, vous avez l'obligation de réagir face à une dénonciation de harcèlement moral d'un salarié. Et c'est tout l'intérêt de cette obligation de prévention, c'est que aujourd'hui, on ne vous reprochera plus un incident et un salarié qui est malade ou qui est en état de dépression, si vous avez mis en place en amont toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter d'arriver à ce résultat-là. Les obligations et les actions de prévention, elles sont multiples. Il y en a que vous avez nécessairement, il y en a d'autres qu'il faut développer. C'est évidemment les actions de formation, c'est évidemment les informations faites aux salariés, par exemple l'obligation de déconnexion, ou je vous disais l'obligation d'information des salariés, ça peut être aussi de leur dire je t'envoie ce mail pendant tes congés, mais sache que je n'attends pas de réponse de ta part. Avant ton retour de congé, j'informe le salarié que je veux prévenir toute difficulté. C'est mettre en place des dispositifs d'alerte professionnelle, afficher notamment le référent harcèlement moral dans l'entreprise, c'est échanger avec le service de santé au travail lorsque c'est possible, évidemment. C'est le règlement intérieur et le rappel dans le règlement intérieur de toutes les dispositions sur le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes. L'obligation d'affichage, parce que vous avez l'obligation d'affichage des dispositions, notamment du code pénal en matière de harcèlement. Et ça peut être aussi une charte que vous mettez en place dans l'entreprise, une charte de rappel des bonnes pratiques, une charte de rappel des mesures que vous mettez en place dans l'entreprise en cas de situation identifiée comme pouvant être constitutives de harcèlement moral. Tout ça, c'est des éléments de prévention qui permettent, demain, s'il y a un incident, de dire on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on ne peut pas attendre de nous un résultat. On attend de nous des moyens, et les moyens, on les a mis en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une dénonciation, vous allez mener une enquête. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une dénonciation, vous allez devoir réagir. Et réagir, ce n'est pas forcément mener une enquête. Vous pouvez échanger et résoudre de manière amiable la difficulté qui a été identifiée. Ça peut être simplement
fournir au manager qui est un peu rude une formation en termes de management. Vous avez mis en place une obligation de prévention. Ça peut être sanctionner un collaborateur qui aurait moqué un autre collaborateur de manière régulière sur son temps de travail et qui aurait fait preuve de harcèlement à son encontre. Ça peut être aussi l'organisation d'une médiation. D'ailleurs, il faut penser à la médiation. Souvent, on nous interroge sur j'ai une situation de harcèlement, comment je mets en place mon enquête? Et moi, je rappelle d'abord, attendez, il y a des mesures alternatives. Et la médiation, parfois, est plus propice à la situation que mettre en place une enquête qui va peut-être remuer l'entreprise, provoquer des difficultés de façon plus collective que la situation qui peut concerner seulement deux collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à m'interroger si vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin des coordonnées. Je connais une médiatrice qui est agréée par la Cour d'appel, qui est extraordinaire, c'est une ancienne DRH, qui comprend un peu la sensibilité des employeurs et qui mène des médiations pour éviter justement d'avoir à retourner un peu toute la situation d'un service ou d'une entreprise en menant une enquête qui nécessairement va être compliquée et plus lourde qu'une simple médiation entre deux collaborateurs. Et la troisième option, c'est évidemment l'enquête. L'enquête que vous allez pouvoir mettre en place et mener dans l'entreprise en cas de dénonciation d'une situation de harcèlement moral. Alors, sachez qu'on n'a pas de loi aujourd'hui, ni de règlement. Il n'y a rien dans le code du travail qui nous indique ce qu'on doit faire pour mener cette enquête. En revanche, vous avez un accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral qui donne quelques lignes directrices. Et je vous ai repris l'intégralité de ce qui est prévu. Alors, vous verrez que c'est un peu pauvre, mais c'est la seule chose qu'on a aujourd'hui comme texte qui peut conduire finalement et qui peut orienter les règles et ce qu'on impose et ce qu'on attend d'une entreprise qui mène une enquête en cas de harcèlement moral. On nous dit dans cet accord national interprofessionnel qu'il faut agir avec discrétion pour protéger la dignité et la vie privée de chaque collaborateur, qu'il faut que les informations soient anonymisées, qu'il faut que les plaintes des collaborateurs soient suivies d'enquêtes et traitées sans retard. Autrement dit, il faut agir avec célérité, que les parties impliquées bénéficient d'une écoute et d'un traitement équitable, que les plaintes soient étayées par des informations détaillées, que les fausses accusations ne peuvent pas être tolérées. Et enfin, qu'une assistance extérieure peut être utile. Alors, je vais revenir rapidement sur ces différents points pour que vous ayez un peu les lignes directrices sur le sujet. Première chose, les plaintes doivent être suivies d'enquêtes et traitées sans retard. C'est extrêmement important, la célérité. On reprochera systématiquement à une entreprise qui a attendu 1, 2, 3 semaines avant de traiter une plainte de dénonciation morale d'un collaborateur. Collaborateur qui vous porte à votre connaissance une situation de harcèlement moral le lundi et qui, le vendredi, n'a pas eu de retour et est placé en arrêt de travail et ne revient plus dans l'entreprise, c'est une situation à risque parce que vous n'avez pas réagi avec célérité. Les plaintes doivent toutes être traitées. Pour autant, moi, ce que je recommande toujours, c'est d'adopter un parallélisme des formes. Vous allez très certainement, certains d'entre vous, me dire, si demain, je m'amuse à faire une enquête à chaque fois que j'ai un salarié qui me dit « je suis harcelé à la machine à café », je ne m'en sors pas et je passe mes 35 heures ou tout mon forfait jour à traiter des enquêtes suite à des dénonciations. Je vous dis, il faut adopter un parallélisme des formes. Ça veut dire que naturellement, si vous avez un collaborateur qui vous dénonce une situation par écrit, vous réagissez par écrit en l'invitant à venir expliciter les faits qui vous ont été dénoncés lors d'un entretien où vous allez le recevoir, échanger avec lui et trouver une solution. Par contre, quand vous avez monsieur machin à la machine à café qui vous dit dis donc François, il commence à être vraiment lourd, je me demande si ce n'est pas du harcèlement, vous n'allez pas mettre en place une enquête, lui envoyer par écrit « j'ai bien pris en compte ta dénonciation de harcèlement moral ». Si vous faites ça, effectivement, je comprends qu'à chaque fois, vous allez devoir mener des enquêtes toutes les semaines. Donc, le parallélisme des formes, ça veut dire que
lorsque vous avez un collaborateur qui vous dit dans un coin de bureau, je me demande si c'est pas du harcèlement, et ben, vous le recevez sans faire d'écrit et vous échangez avec lui pour désamorcer la situation. Et très probablement, qu'en lui expliquant ce que c'est que une situation de harcèlement moral, il pourra se rendre compte qu'en réalité, ça n'est pas une situation de harcèlement moral et se dire bah, finalement, tu as raison, c'est juste qu'il est un peu brutal, je vais lui faire une formation et puis ça ira mieux. Alors, les dénonciations anonymes, j'ai vu la question passer à l'instant, c'est une très bonne question. Euh, D'abord, ça veut dire que vous avez mis en place un canal de diffusion euh, des, euh, des alertes qui peuvent être anonymes, ce que je ne recommande pas parce que ça rend la situation extrêmement complexe pour la direction des ressources humaines ou pour les managers à traiter, puisque quand par nature on ne sait pas qui est victime, c'est très compliqué d'aller mener une enquête. La dénonciation anonyme, si il y a une preuve que la dénonciation a été faite, autrement dit, s'il y a un canal de diffusion qui est fait et qui laisse des traces, oui, vous devez réagir. Euh, Pour autant, il faudra que la plainte soit suffisamment précise. C'est-à-dire que si vous recevez demain un courrier qui dit dans cette entreprise, le harcèlement moral, c'est tous les jours, pas, y a pas à réagir à ça. Ce n'est pas suffisamment précis pour laisser à penser qu'effectivement, il y a du harcèlement moral. En revanche, vous avez un mail du médecin du travail qui vous dit je suis navré, je suis soumis à mon obligation de confidentialité, donc je ne vous dirai pas qui c'est. En revanche, sachez que j'ai reçu un collaborateur qui est en situation de harcèlement moral, en tout cas qui se considère en situation de harcèlement moral. Et là, vous avez évidemment l'obligation de réagir. Ce qu'il faudra faire si l'entreprise est grande, c'est demander au médecin de préciser peut-être le service au sein duquel vous allez devoir enquêter. Si c'est une petite entreprise de 10 collaborateurs, eh bien, il faudra mener une enquête suite à cette dénonciation anonyme en interrogeant tout le monde pour être certain que dans aucun service, dans aucun poste, il y a une situation vécue comme étant constitutive de harcèlement moral. Vous menez une enquête, si personne ne confirme la dénonciation anonyme du médecin, vous avez rempli votre obligation. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, vous n'avez pas une obligation de résultat. On vous a porté une information à votre connaissance, vous avez mis en place une enquête, il n'y a rien, bon ben voilà, la situation est réglée. Ensuite, nous dit Lani, il est dans l'intérêt de tous d'agir avec discrétion, avec la discrétion nécessaire pour protéger la dignité et la vie privée de chacun. Ça, c'est un point extrêmement important. Il faut faire extrêmement attention au salarié qui est mis en cause. C'est pas parce que monsieur Bidule vous dit que madame Duchemol le harcèle que vous devez le lendemain remettre à ce mis en cause une convocation, un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et le renvoyer chez lui tout de suite. Je vous recommande d'agir avec précaution, n'oublions pas la présomption d'innocence quand même, en proposant par exemple au collaborateur de télétravailler. Vous lui expliquez, voilà, la situation est compliquée, j'ai une dénonciation qui a été portée à ma connaissance, je ne prends évidemment pas de conclusion à ce stade, puisque tu es présumé naturellement ne pas être responsable de quelque chose tant que ça n'a pas été confirmé. Pour autant, le temps d'enquête qu'on va mener très rapidement, nous souhaitons que tu télétravailles. Ou alors, on va te dispenser d'activité, mais t'inquiète pas, tu seras rémunéré pendant l'enquête durant une semaine, puisque le but est d'agir rapidement. Pareil, quand vous préparez le questionnaire pour entendre les collaborateurs, vous ne ciblez pas, dès la première question, le nom de la personne mise en cause. Vous n'arrivez pas en disant Monsieur Machin a dit que Machin le harcèle, qu'en pensez-vous? Non, vous dites nous avons été informés d'une situation de harcèlement moral. Est-ce que vous avez déjà observé les faits qui pourraient être, selon vous, constitutifs de harcèlement moral? Et là, si le salarié entendu et témoin vous dit oui, Monsieur Machin harcèle tout le monde, là, vous pouvez développer sur la situation de Monsieur Machin. L'anonymat est extrêmement important. Vous devez garantir l'anonymat aux salariés témoins. Et vous devez faire attention dans votre compte-rendu d'enquête à ne pas citer le nom de la victime.
et à ne pas citer le nom aussi des salariés entendus. Alors attention à ne pas mettre un seul salarié en télétravail, bah, si c'est possible, il n'y a pas de difficulté. C'est pas de la stigmatisation, c'est-à-dire que là, c'est pas du harcèlement. Vous voyez, vous avez une raison objective qui justifie. C'est votre obligation de protéger l'autre collaborateur qui se déclare en situation de danger. Si je répondais à la question qui vient d'être posée. Heu, Toutes les parties impliquées doivent bénéficier d'une écoute impartiale et d'un traitement équitable. Ça, c'est la question de comment je mène mon enquête. Moi, ce que je recommande, c'est de mettre en place une commission d'enquête paritaire. C'est-à-dire que si vous avez un CSE, vous allez prendre un élu du CSE, encore mieux, de la C2SCT si vous en avez une, ou le référent harcèlement de l'entreprise, plus un membre de la direction, et vous avez ainsi une enquête paritaire. Un membre qui représente les salariés, un membre qui représente la direction. 2 personnes, c'est largement suffisant pour mener une enquête dans l'entreprise. Et vous pouvez ainsi mener une enquête qui ne pourra souffrir d'aucune critique sur la forme. On ne vous reprochera jamais d'avoir associé un membre de la direction avec un membre salarié ou représentant des salariés et ne pas avoir confié toute l'enquête au CSE ou aux salariés eux-mêmes. Vous avez le droit de la mener tout seul. Vous avez même le droit, nous dit la jurisprudence et nous a dit la jurisprudence récemment, en 2022, de ne pas associer un membre du CSE à la conduite de l'enquête. C'est-à-dire qu'on a de la jurisprudence qui nous dit que le DRH peut mener seul son enquête. Naturellement, on a une jurisprudence qui vient sécuriser un peu ce type d'enquête, mais je vous recommande quand même d'associer le CSE ou des salariés à votre enquête quand vous avez la possibilité de le faire. Les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées. Ça, c'est assez important. C'est quel est l'ordre des personnes que je vais entendre? Naturellement, la première personne qu'on va entendre, c'est la victime et on va lui demander d'expliciter les faits qu'elle a dénoncés. Ça va vous permettre de voir si elle a la même version des faits que lors de sa dénonciation et c'est assez important. 2, vous allez lui demander de préciser. Donnez-moi des faits, donnez-moi des lieux, donnez-moi des dates, donnez-moi d'éventuels témoins qui pourront confirmer les faits que vous dénoncez. Recueillez bien par écrit sa dénonciation et faites-lui émarger. S'il confirme les faits, s'il vous donne des noms de personnes témoins, c'est des personnes que vous allez naturellement devoir entendre. Si vous soupçonnez, une personne d'avoir réellement harcelé celui qui se déclare victime, il faut débuter par lui. Pourquoi? Parce que si vous débutez par lui, alors quand je dis par lui, c'est après avoir entendu la victime évidemment, ce que je veux dire, c'est ne terminez pas par la personne mise en cause. Pourquoi? Si à la fin de toute votre enquête, vous entendez la personne mise en cause et vous avez de sérieux doutes, et vous pensez que finalement les faits sont bien caractérisés et qu'il vous sort, un fait qui n'a jamais été évoqué par la victime, vous allez devoir réentendre tous les témoins parce que vous avez un fait nouveau qui est invoqué par la personne mise en cause. Donc mon conseil, c'est n'attendez pas la fin de l'enquête pour écouter la personne mise en cause. Faites-le juste après avoir entendu le salarié victime. Et point extrêmement important, demandez aussi à la personne mise en cause s'il a des témoins pour confirmer, sa version des faits, que vous allez devoir entendre évidemment. Alors la durée de l'enquête, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise, moi je recommande de faire l'enquête sous forme d'une demi-journée, une journée maximum. Quand vous êtes sur une grosse entreprise, il ne faut pas que ça dure plus d'une semaine. Les salariés, sont reçus, à la chaîne presque, avec un entretien qui a duré 45 minutes à peu près, le temps de poser vos questions, de prendre les notes nécessaires. Mais il ne faut pas que l'enquête dure trop longtemps. Parce que vous avez un collaborateur qui est mis en cause, qui est nécessairement en situation de difficulté, puisqu'il y a une enquête qui le concerne. 2, il faut rapidement avoir une issue pour protéger le collaborateur qui se déclare victime. Et le salarié victime qui se déclare victime et le salarié mis en cause, il faut formaliser leur convocation. Alors, convocation, invitation même, plutôt que convocation, il n'y a pas de délai, hein. Vous pouvez lui envoyer un mail pour lui dire merci de venir dans mon bureau à telle date pour qu'on échange sur la situation suite à la dénonciation. Les autres salariés n'ont pas besoin d'être invités de façon formelle. Vous pouvez recevoir les collaborateurs entre 2 rendez-vous en leur disant viens, j'ai besoin de t'entendre sur un sujet. Des petits points de précision de la jurisprudence.
Vous n'avez pas l'obligation d'entendre tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne va pas monopoliser toute l'entreprise si ça ne paraît pas nécessaire. Les salariés ayant dénoncé les faits peuvent être auditionnés ensemble, mais moi, ce que je recommande, c'est faire des entretiens individuels. Il n'est pas nécessaire de faire signer les comptes rendus par chacun des collaborateurs. Si le salarié ne veut pas signer son compte rendu, tant pis pour lui. Vous avez quand même votre compte rendu qui est en plus contradictoire, parce que vous avez un membre de la direction et un membre du CSE ou un salarié qui va confirmer la même chose. Et vous n'avez pas l'obligation d'associer votre CSE. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fin de cette enquête? On fait un rapport d'enquête. Et ça, c'est le point le plus important. Vous allez signer avec l'autre membre de la commission d'enquête un rapport. Un rapport qui rappelle, 1, la dénonciation, 2, ce qu'ont dit les témoins, en mettant des citations, mais des citations anonymisées, naturellement. Mais c'est extrêmement important de mettre des citations parce que ça permet, si demain il y a un contentieux, de produire le rapport d'enquête et que le Conseil des prud'hommes ait accès à ce qui a été vraiment dit pendant l'enquête. Et soit on se rend compte que le harcèlement n'est pas confirmé, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place une solution alternative, c'est-à-dire une médiation entre le manager et son N-1 pour essayer d'apaiser la situation. Soit il n'y a pas de harcèlement moral, et en plus, on se rend compte qu'il y a une mauvaise foi du collaborateur qui a dénoncé, et dans ce cas-là, on peut, dans certains cas, le sanctionner. On y reviendra juste après. Dernier point, l'accord national professionnel nous dit on peut avoir une assistance extérieure. Il y a des cabinets qui mènent des enquêtes, qui sont des prestataires qui mènent des enquêtes dans les entreprises. À titre personnel, je vous décommande de faire appel à ce type de prestations. De toutes les expériences que j'ai eues, c'est jamais satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'ils engagent leurs responsabilités sur ce qu'ils vont rédiger, sur leur rapport. Et généralement, vous avez toujours un rapport qui est ni figue ni raisin. C'est pas vraiment du harcèlement, mais il y a une difficulté. Effectivement, on a constaté ça, mais la direction n'a pas vraiment fait ce qu'elle devait faire. Et au final, vous avez une épine dans le pied supplémentaire avec le rapport d'un cabinet externe. Donc, faites vos enquêtes en interne, accompagné évidemment d'un avocat, d'un conseil, mais les cabinets qui gèrent en externe les enquêtes, j'ai que des mauvais retours de la part de mes clients. Et donc, l'issue de l'enquête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si la dénonciation est faite de mauvaise foi, vous pouvez et vous devez sanctionner l'auteur de la dénonciation de mauvaise foi. La mauvaise foi, attention, la mauvaise foi, ce n'est pas simplement avoir porté à la connaissance de l'employeur des faits qui finalement ne sont pas avérés. La mauvaise foi, il y a quelque chose de supplémentaire. C'est, par exemple, ça peut être une intention de nuire à la personne qu'on a accusée. Mais ça, il faudra le caractériser. Il faut caractériser la mauvaise foi pour pouvoir la sanctionner en tant que telle. Autrement, vous ne pouvez pas sanctionner un salarié juste parce qu'à l'issue de l'enquête, les faits qu'il a dénoncés ne sont pas avérés. Ce n'est pas suffisant. J'en ai terminé, j'ai un peu débordé. Désolé, mais je vous écoute si vous avez des questions. Christophe, il a eu trois questions, trois dernières questions. Donc, je ne sais pas si tu les as vues. La première, c'était pour savoir si c'était judicieux d'alerter le médecin du travail sur la situation du salarié. La deuxième question, donc, ah oui, c'était plus un conseil, attention à ne pas mettre un seul salarié en télétravail. Et enfin, concernant les avertissements répétés, si c'était constitutif d'un harcèlement. Alors, la première question sur le médecin du travail. On ne vous reprochera pas de ne pas avoir associé le médecin du travail à votre enquête. Jamais eu de dossier où on avait une difficulté sur ce point-là. Le médecin n'a pas à être associé à l'enquête. En revanche, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est si vous avez un CSE et que vous avez une réunion de CSE pour évoquer la situation et le rapport d'enquête, il faut inviter évidemment le médecin du travail à cette réunion. Pour autant, le médecin n'a pas à mener l'enquête dans l'entreprise, donc il n'y a pas forcément d'obligation pour moi vis-à-vis du médecin du travail. La première question. La deuxième question, c'était
Attention à ne pas mettre un seul salarié en télétravail, j'y ai répondu lorsque je vous expliquais effectivement, ici, le salarié pourrait dire « je suis victime d'une situation », alors je ne sais pas comment il pourrait la qualifier, parce que ce n'est pas un harcèlement, il est juste, c'est un fait, donc il n'y a même pas de répétition. Il n'y a pas de difficulté pour moi à mettre un salarié, à permettre un salarié, s'il refuse, il refuse, hein, à permettre à un salarié de télétravailler le temps très court d'une enquête. Ça lui permet, lui, d'éviter de ressentir cette ambiance pesante d'enquête qui le concerne. Ça permet de protéger le salarié, donc je ne vois pas de difficulté par contre là-dessus. Et les avertissements répétés sont-ils considérés comme un harcèlement? Non, sauf si tous les avertissements sont injustifiés. Et si chacun des avertissements est justifié, ils peuvent être quotidiens. Ce n'est pas du harcèlement. Moi, j'ai potentiellement une question par rapport à une collaboratrice ou deux collaboratrices qui font part d'une situation de harcèlement et qui ne veulent pas le matérialiser par écrit parce que forcément, elles ne veulent pas que leur responsable le sache. Parallèlement à ça, donc, c'est comment faire la différence entre du harcèlement moral et un management très autoritaire. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est presque toujours le point névralgique dans les contentieux. À quel moment on passe d'un management un peu dynamique à du harcèlement? En fait, ça dépendra objectivement de ce qu'elles arriveront à identifier. C'est-à-dire que des demandes, vous voyez, en fait, la ligne, la frontière est très mince. On considère qu'il y a harcèlement si on impose des délais trop courts, injustifiés. En revanche, quand on met des délais trop courts qui sont justifiés par une demande d'un client, par une urgence dans l'entreprise, ça n'est pas du harcèlement moral. De la même manière que un avertissement, des avertissements répétés, ce n'est pas du harcèlement moral s'ils sont justifiés. S'ils sont injustifiés, c'est du harcèlement. Là, vous avez deux collaboratrices qui considèrent qu'elles sont victimes de harcèlement. Il faut, même si elles ne souhaitent pas être exposées, qu'elles souhaitent que vous gardez la confidentialité sur leur identité, vous devez mener une enquête, ne serait-ce que pour interroger les différentes personnes qui sont subordonnées à ce manager. Et par contre, il faudra, lors de l'audition de ces deux collaboratrices-là, leur dire qu'il est nécessaire qu'elles exposent de manière précise et factuelle les éléments qui, selon elles, sont constitutifs de harcèlement. Autrement dit, vous nous expliquez que quand il vous écrit des mails, il vous parle mal, merci de nous transmettre ces mails pour qu'on puisse apprécier la situation. Si vous avez des collaboratrices qui disent « non, mais je n'ai pas d'exemple », vous avez rempli votre obligation. Vous avez interrogé les salariés, les autres collaborateurs vous expliquent non, c'est vrai qu'il peut être un peu rude, mais ce n'est pas du harcèlement. Dans ce cas-là, vous allez lui proposer une formation de management pour qu'il adoucisse un peu son tempérament et votre obligation, elle sera remplie, elle sera respectée. Merci. Et j'ai une question subsidiaire. Pardon, est-ce que je peux? Oui, bien sûr. On a potentiellement une situation de harcèlement qui est avérée. La personne a reconnu les faits. Est-ce que je suis obligée de passer par l'enquête ou je peux directement aller sur la programmation de l'entretien préalable à sanction? Alors, si elle a reconnu les faits, vous n'avez pas d'obligation de mener l'enquête. Si les faits sont caractérisés et qu'en plus vous avez déjà des témoignages, il n'y a pas d'obligation de mener l'enquête. Merci. Bien. Nous sommes arrivés à terme de notre webinaire. Peut-être la toute dernière question avant de clore. L'opposition à la reconnaissance d'un accident du travail est-elle du harcèlement? Non, ça n'est Voilà pas du la harcèlement. dernière question. Voilà. Même si, in fine, la caisse reconnaît le caractère professionnel de l'accident, ça ne sera pas une situation de harcèlement. Pour avoir déjà eu cette situation précise dans un dossier contentieux, c'est confirmé par la Cour d'appel de Paris, en tout cas que j'avais eu dans mon dossier, que ça n'est pas une situation de harcèlement de contester un accident du travail. Okay. Super, merci beaucoup Christophe. Et merci à vous.
Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin soit d'être accompagné sur ce sujet, soit sur toute autre problématique en droit du travail. Vous avez mon contact, mon adresse mail. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée.